vraie gueule. Excuse-moi, j'ai un En mode avion, avec Fred Testo. Et je crois que tu es venu ici avec des amis aussi. Ah, mais c'est très obligatoire, très c'est bon un parce que quand endroit. j'ai vu le nom, j'ai dit putain, je connais. Et quand je suis arrivé en voiture, j'ai dit bah si. Voilà. Mais c'est ici, C'est l'institution. T'as toujours Enrico Macias, tous les amis du couscous, tout le monde est là. C'est très 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 sympa. Et du coup, toi tu prends quoi en général? Moi je prends un couscous, merguez, boulette, un truc comme ça. Ils ont. On va regarder. Le méchoui, c'est le vendredi, samedi. Bon, le couscous méchoui, j'adore. Tiens, Peut-être ouais, qu'ils ouais. en ont fait aujourd'hui, on sait jamais. Sinon, demander, bon. On va quand même commander des trucs. Donc en fait, on fait comme on veut. Hein. Ouais. Après, c'est eux qui se débrouillent. Moi, comme tu le sais, donc je ne suis pas un intervieweur. Hein. Je suis juste un conversateur. Ça, ça existe. D'ailleurs, pourquoi on a déjà dû te poser cette question, Philippe Manœuvre, comme ça celui qui écoute, il sait que tu t'appelles Philippe Manœuvre. Ok. Que tu as une casquette C'est comme à moi mon aujourd'hui. début. Et cher Philippe, pourquoi tu gardes ces lunettes? Parce que moi aussi j'aime bien avoir des lunettes comme ça fumées. C'est mon côté Batman. Parce que moi je trouve que ça adoucit Ça adoucit la réalité, vie. Ouais, c'est ça. adoucit la vie. Et puis comme disait Gainsbourg à une fille un jour qui vient dans un bar en disant « Ouais, toi, on voit jamais tes yeux », il dit « C'est son look, cocotte ». Voilà. Et c'est devenu mon look. Parce que depuis les années 80, en fait, au début, c'est parce que franchement, on allait tourner Les Enfants du Rock, souvent on sortait du Palace. Donc on était on avait les yeux dans un état pas possible, les lights, les spots partout. Donc moi je gardais mes lunettes noires, puis d'un seul coup, c'est devenu un look, petit à petit, vous avez pas vos lunettes, etc. Donc je les mettais, puis ça fait rock quoi, il y a un côté, puis maintenant, Bah oui, j'ai oui, hyper carrément. vieilli, je suis très content d'avoir les lunettes qui masquent un tiers des dégâts. Parce qu'après, tu peux plus te remaquiller ni rien, hein. C'est la chirurgie esthétique ou rien. Moi, c'est rien. Donc, les lunettes, c'est parfait, quoi. C'est ma chirurgie esthétique à moi. Oui, mais c'est vrai qu'en plus, là j'ai remarqué que j'ai regardé des séries sur l'époque des années 90, là, sur Netflix, une série notamment sur parti politique qui s'appelle Colossio, sur un mec qui se présentait à la présidentielle. Et ils ont tous gardé justement des lunettes parce qu'il y a aussi le soleil. Et souvent on me dit dans des tournages, oh non, enlevez, je veux voir tes yeux ou des photos. Je dis bah non, on est bien, c'est notre look aussi. C'est notre look. Et puis, Voilà. moi, je regarde Narcos Mexico en ce moment. Alors là, Je viens de finir. quelle merveille. Ah bah voilà, bah tu vois, et pareil quand ils ont des lunettes, quand ils ont tous des lunettes. ils ont un truc, Ils sont c'est justifié. formidables. Mais voilà. Ils sont déments en plus. Et franchement, je suis très très jaloux de cette série. Je me dis là, ça prend une ampleur incroyable, quoi. C'est Surtout que tu suis historiquement le truc en plus. Voilà, tu comprends tout ce qui s'est passé entre cette guerre des contrats, qui, pourquoi, comment, que faisait la police. Tu découvres. Je peux baisser le son de la salle. Vous voulez que je baisse le son de la salle? Ah oui, allez-y. Ils sont bougez des pas. comédiens, hein, les gens. Merci. Bien sûr, des figurants. Et il n'y a pas du méchoui aujourd'hui. Non, c'est que les vendredis, samedis seulement. Oh là là. On peut faire des couscous avec des côtes d'agneau, avec des merguez et des boulettes qui sont nos spécialités. Côte d'agneau merguez, ce serait bien. Ouais, on peut mettre les boulettes aussi si on a envie. Hein. Bah ouais, ouais. Bah oui, bon. On fait ça, ouais. Voilà. Alors, on fait ça? Allez. Petit calepin, je reviens vous voir. Merci. Très joli, hein. Ah oui, là, Ça, c'est la camia, alors. Il faut décrire à l'auditeur, on a une table magnifique. Avec des mezzés. À la corniche. Un resto de couscous du 17e où on croise des acteurs, Ouais. mais aussi des réalisateurs Et des mecs à lunettes aussi. et des mecs à lunettes. Ouais. Et moi, je veux bien un peu de rosé clair. Verre de rosé? Allez, merci. Ouais, le Narcos Mexico, ce qui est dingue, c'est que tu suis l'historique, en fait, d'un pays. Comment ils sont Des rapports passés avec le de gouvernement. l'herbe à la cocaïne, comment le gouvernement s'est introduit dans le business. Et ça s'arrêtera jamais, parce que ça existe toujours. Et c'est ça qui est super intéressant. Par contre, il y a des morts. Quand tu vois le nombre de morts au Mexique tous les ans à cause de ces trafics, c'est effrayant, c'est abominable. Et là, Narcos, c'est vraiment, on voit le délire total qui s'empare de ces mecs, qui sont sympas en plus, qui sont adorables, des paysans du Cinéola qui deviennent Qui deviennent les plus gros. les plus gros trafiquants de drogue du monde. En fait, t'as presque envie que toutes les drogues soient Soit complètement, légal. voilà,
pour dire arrêtez, allez, chacun prend un peu. On va fixer un tarif quand même assez haut parce que c'est quand même, il faut de la qualité. Ouais, mais ça, on le verra pas, ça. Et en fait, non, mais c'est bizarre la transposition entre le film et la réalité où dans le film, tu t'attaches au personnage. Merci. Ouais. Il est génial. Il faut dire, l'acteur est À sensationnel. chaque fois, ouais. Et les playlists musicales avec la musique colombienne ou mexicaine sont incroyables. Avec alors, les vrais gens de l'époque. Moi, je veux voir une fête de narcotrafiquants. Ouais. En fait, t'as envie d'y aller. T'as envie d'y être, quoi. Tu te dis non, mais c'est pas possible avec les mariachis, le tigre, pour cadeau d'anniversaire, un tigre. Enfin, non, mais c'est le délire. C'est le nouveau Scarface. Ils ont réussi à faire un nouveau Scarface pour notre époque. Ouais. Et ils montrent d'ailleurs les mecs en train de... Tous ces mecs ont regardé Scarface au départ pour voir comment on faisait, comment ça se passait, quelle était l'attitude à avoir quand on était un magnat de la drogue. Ça a influencé incroyablement nos banlieues et le Mexique et la Colombie. Quand ils ont capturé Escobar, il regardait Scarface sur son magnétoscope VHS. C'est ouf. C'est le délire absolu, quoi. C'est leur idole. Eh ouais, le démo. Non, mais c'est fou de... J'ai un pote qui fait un reportage aujourd'hui là-dessus. Et les gens, donc il a réussi... En fait, c'est un prof qui va à travers le monde, là où il y a des pirates en Somalie, les narcotrafiquants au Mexique, et ils font un documentaire là-dessus. Et le mec est un prof, et parce que lui, il veut expliquer l'économie de la drogue et du banditisme, comment ça se passe aussi, l'argent où il est. Donc il va à travers, et le mec, c'est un ancien militaire qui est devenu prof. Et il me racontait juste pour l'anecdote par rapport aux narcos, c'est qu'il y en a qui ont accepté du cartel de Sinaloa, justement, dont on parle dans la saison 5, de témoigner. Ils ont témoigné à visage découvert et ça les intéressait, eux, d'être aussi sur Netflix. Mais en vrai, c'est hallucinant quand même. Moi, ça m'intéresse. Les pirates somaliens, j'ai hâte de voir ça. Hein. C'est intéressant. C'est un truc ça n'a pas été documenté. Il n'y a jamais rien C'est vu pour ça. là-dessus. Et lui, il essaye d'aller dans chaque endroit comme ça, où il y a une économie parallèle pour aller voir les gens aussi, parce qu'à un moment donné, ils font partie de la vie. Alors, à un moment, dans Narcos Mexico, il y en a un qui dit... L'autre lui dit, mais qu'est-ce que vous faites de tout ce fric? Il dit, je fais croquer tout le monde, parce que ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que tout le monde croque ici. Tout le monde, tous les échelons. Il n'y a pas que le mec qui pilote l'avion. Il y a le mec qui... Tout le monde doit palper cet argent qui tombe du ciel. C'est incroyable. VIP, vous avez droit à ça. Oh là là. Là, on est gâtés. Hein. On va faire... Alors, quel donc? Oh là là. Ça sort du four. Ouais. On va être bien traité aujourd'hui, je le sens. On n'a pas de rendez-vous après. Hein. Non. Moi, il faut juste que j'aille à la Fnac acheter le nouveau volume de Dragon Ball Z pour mon fils. Parce qu'il a 8 ans et il est en train de découvrir les Dragon Ball. Et c'est un grand moment. Il y a le tome 10 est sorti. Alors, tous les matins, il me dit, papa, tu crois qu'aujourd'hui... Alors, là, il est en pleine... Ouais, mais là, il est bien élevé aussi. Il est bien éduqué. Dragon Ball Z, c'est quand même... Écoute, je lui ai rien dit. J'avais la collection des tout petits bouquins, les 42 premiers volumes. Tu sais, ils sont bleus, roses, jaunes, c'est assez... Et il a piqué ça dans ma bibliothèque. Et un jour, j'ai vu qu'il commençait à lire les Dragon Ball. Il a pris ça tout seul et il s'est mis là-dedans tout seul et il adore ça. En fait, c'est arrivé dans le monde en 95. Je les avais achetés à l'époque. Quand c'est sorti, j'étais... Je suis toujours un ancien de la bande dessinée. Moi, j'ai fait mes débuts à Métal Hurlant. Ah oui, c'est marrant parce que les Métal Hurlants et les humanoïdes associés, moi, quand j'étais plus jeune, je regardais les Luciens. Ah ouais, Marjorin. Avec Raoul Aronde et toute la clique. Qu'est-ce qu'on en a vendu? Oh là là. Oui, parce que c'est vrai qu'on parle toujours de toi. Tu vas nous expliquer aussi qu'est-ce que le rock, hein, parce qu'on ne le sait pas en fait. Ah oui. Tu sais le rock. La question, vous avez 2 heures, Philippe. Ah non, le rock. Là, je veux vous voir. Hein, quand... Je suis obligé de te vous voyer à des moments de cette interview, qui n'est pas une interview, qui est une conversation. Mais toi, c'est la bande dessinée, le rock, la presse écrite. Oui, mais c'était de la presse rock toujours, pratiquement. J'ai un peu travaillé à Libération, à Paris Match, mais mon cœur était à Rock et Folk ou à Métal Hurlant. C'était vraiment ça, les trucs sur lesquels j'adorais, pour lesquels j'adorais travailler, parce que
quand j'écrivais pour eux, je sentais le public, quoi. Enfin, tu travailles pour tes amis, t'as l'impression d'écrire pour un copain, quoi, que tu connais pas, mais c'est quand même pour des comme copains. dans une bande, en fait. Voilà. On avait, on était une bande, on était des rockers, quoi, voilà. Et c'est quoi, d'ailleurs, le rock aujourd'hui? Si on devait expliquer, parce que ma petite cousine qui écoute, je sais pas, moi. Booba? Ouais, ou même, Rosalia, là. Tu vois, des trucs comme ça, ou Dua Lipa. Ouais. Alors moi, mes enfants, ils sont fanatiques de Aya Nakamura. Ouais, il y en a un camarade. Parce qu'elle invente un langage. Donc mon fils Ulysse, il dit toujours, hey papa, Jaja Cookie. Moi, c'est les trucs d'ailleurs qu'elle a inventé. Elle a inventé un langage que les gamins comprennent et qui les fait marrer, rigoler, parce que c'est ça qui est important aussi, la musique. À un moment, on était venus pour se marrer, de repousser les limites. Mais moi, quand je suis arrivé, c'était en 73. Alors, il y avait deux trucs. Déjà, il y avait des gens qui me disaient, vous arrivez bien tard. C'était les années 60, la rigolade. Là, maintenant... c'est marrant, ça. Voilà, on me disait que c'était avant. Oui, on me disait déjà, non, là, c'est fini, c'est terminé. Bon. Mais moi, j'y croyais. En fait, j'étais venu pour rencontrer les Led Zeppelin, Ah ouais. les Rolling Stones, c'était ça mes dieux, quoi. Et puis, en 76, on a vu arriver les punks. Et évidemment, j'étais avec eux. J'étais tout de suite, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est? Quand j'ai vu les Sex Pistols en concert, là, j'étais... plus que Bruce Springsteen qui est arrivé en 75, Patti Smith. Patti Smith m'a vraiment marqué. Il y a eu un concert à l'Élysée-Montmartre où là, c'était ma génération, quoi. Tu bombais le torse, tu te disais waouh. Ouais, et après, quoi. l'histoire se répétait, c'est-à-dire que plus ça allait, plus il y avait des nouveaux gangs. Après, en 82, il y a eu Metallica. Il y avait toute la notion The British Heavy Metal, Metallica, Trust, Scorpion. Iron Maiden. Un Scorpion aussi. Là, ça faisait une génération des gars qui jouaient du métal et avec des longs cheveux bouclés et des tatouages. Et puis avec des pantalons bien moule-burnes, On voit bien la taille de tes burnes. Des leggings rouges. Et puis 7 ans passaient et il y avait une nouvelle génération qui amenait une nouvelle musique. Après le heavy metal, il y a eu le grunge. Après, enfin voilà, ça s'enchaînait. Les mouvements s'enchaînaient. Et puis, il y a eu un moment, ça s'est un peu arrêté et ça a continué quand même jusqu'en 2005 pour moi. Les maisons de disques signaient les nouveautés. Il y a eu après le grunge, il y a eu les bébés rockers. Enfin voilà, ça montait en puissance. Et après les bébés rockers, le dernier groupe de rock signé, c'est les Bébés Brunes en 2005. Et après, les maisons de disques disent là, c'est fini le rock. Maintenant, ça va être urbain. Et ils passent à Booba. Et Joey Starr devient le grand-père de l'urbain. Et on voit arriver tous les nouveaux artistes hip-hop. Électro aussi, il y a une vague électro, déferlante électro. Après le suicide de Kurt Cobain, tout le monde a eu peur. Les gens se disaient, mais qu'est-ce qui s'est passé, quoi? 94, pourquoi le mec, il se tire une balle? Il est numéro 1 mondial. Tout va bien, les concerts sont bourrés, Enfin, c'était fabuleux, Nirvana. Ah ouais. Moi, je me souviens, en boucle. un jour, on était au bureau à Rock & Folk, on avait fait une fête et il y avait MC Solar qui était venu. Et on lui dit, on va voir Nirvana ce soir au Zénith. Oh, je peux venir avec vous? Allez, viens. Et on est rentré dans le Zénith avec Solar. Et Nirvana a joué, c'était génial. Mais c'était fabuleux, toi. Et les tubes, etc. Ouais. Et quand on est sorti du Zénith, il avait neigé, tout Paris était blanc. C'était, tu vois, on était rentré dans le Schwartz, il y a eu le concert, on sort, tout était immaculé, c'était beau. Ça, c'était une des plus belles soirées qu'on ait vécues. Puis après, je te dis, ils sont passés à autre chose. Ils se sont dit, non mais, en plus, bon, les rockers, on a déconné. Faut le dire, on a été un peu violents. Et surtout, il y avait un problème. Les mecs voulaient pas aller à la télévision. La télévision, ils voulaient pas faire la promo ou même aller chercher le disque d'or. Il y a une histoire mémorable. Un jour, TF1 appelle la maison de disques Barclay
dites donc, là, vous avez un nouveau groupe, Noir Désir. Ils viennent de vendre 1 200 000 sombres héros de la mer. On va leur remettre le disque d'or dans Sacrée Soirée, dit Gérard Louvain. Ouais. Et les Noirdaises, ils disent ah non, non, non. Ah non, 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 nous, Sacrée Soirée, c'est soirée, ça craint, nous. On n'y va pas, tu vois. TF1, ils étaient sans dessus dessous. Comment ça, vous y allez pas, mais Ouais, alors que c'est le truc cartonne. alors que voilà. Et je me souviens, j'avais parlé de ça avec Alain De Greff, qui était le patron de Canal+. Tu vois, Ah oui. un jour, je lui dis. C'est grâce à lui que je suis là aujourd'hui, Mais je fais du travail. Hein. Et moi aussi, il m'a fait beaucoup travailler, Alain De Greff. Faut lui il veut rendre du un peu travail à hommage. tout le monde. Ah ouais, il voyait, il repérait bien les mouvements de jeunesse, il voyait bien Oui, ce qui il se avance. passait. Et je lui dis, les groupes de rock veulent pas venir à la télé. Et il me dit, alors le rock va disparaître. Parce que ce qui passe pas à la télé, t'es mort. T'es mort. Et je me suis dit, non, c'est pas possible. Le rock, à l'époque, c'était numéro 1 des ventes. Il y avait tous les gros trucs. Il y avait Sting. Il y en avait, c'était énorme. Et en 10 ans, c'était plié. 10 ans après notre conversation, mais c'était fini. Alors maintenant, il y a des groupes de rock qui continuent, comme les Strokes. Mais les jeunes ont 40 ans. On dit les Arctic Monkeys. Mais les Arctic Monkeys, ils ont 40 ans. Les Strokes, ils ont 40 ans. Les Strokes, ils sont arrivés en 2001, ils avaient 20 ans. On est en 2020, ils ont 40. Voilà. Ouais. C'est fini. Et il n'y a pas eu de groupe signé depuis jeune. Alors bon, tiens, il y a toujours les Stones qui tournent. Il y a toujours... AC/DC, il ils y a sont Bob toujours... Dylan. AC/DC menace de revenir. Donc, menace. oui. Et ils pourraient le faire. Si hein. vous continuez comme ça, on revient. Oui. Ce qui est génial d'être avec toi, c'est que je bois tes paroles et je suis Non, très heureux bois d'être ton là. rosé, Et je Fred. bois un peu de rosé. Enfin, je bois pas d'alcool, hein, pour ceux qui me regardent. Non, il boit du rosé. Qui est complètement... mais c'est que moi, j'ai aucune culture, justement, musicale, etc. Et j'ai eu la chance, comme j'ai travaillé à Canal, de voir plein de gens en live. En fait, t'ouvrais une porte, on t'offrait un coup, déjà on t'obligeait à boire, hein, parce qu'il y avait quand même, nulle part ailleurs, t'avais un bar, hein, avant, et donc tu rencontrais tous les invités. Moi, j'étais un tout petit là-dedans, et t'ouvrais une porte, t'avais les Fujis, hop, t'avais un mec qui arrivait, disait bonjour, je suis Tom Hanks, enfin, tu vois, et c'était ça. Et tu dis, enfin, il y a un truc que même moi j'ai loupé, comme je suis vraiment, j'adore la chanson française, j'adore plein de styles, le reggae, etc. Mais en fait, je m'y connais en rien. Ouais. Mais j'aime beaucoup de musique. Mais c'est vrai qu'il y a une différence quand tu Toi, parlais t'es de... représentatif des nouvelles générations qui aiment beaucoup de musique Voilà, et en fait- qui prennent ce qu'ils préfèrent dans le reggae, dans le rap, dans le rock. Bon, ouais, ça ne dérangerait pas d'aller voir AC/DC, mais ni d'écouter Bob Marley. C'est ça la nouvelle. Et c'est pas mal non plus, parce que nous, quand on est arrivé en 73, quand j'arrive, il y avait vraiment deux camps. Soit t'aimais le rock, soit t'étais du côté de Sheila, Claude François, Ringo Willy Cat, tous les trucs à Michel Sardou. Il y avait le rock ou la variété. Et Johnny Hallyday au milieu, oui, Johnny qui toujours. disait qu'il faisait du rock, mais les rockers trouvaient qu'il était trop variété, les gens de la variété trouvaient qu'il était trop rock. Enfin bref, lui, il a toute sa vie été le lone wolf, hein, le loup solitaire. Ouais. Mais nous, on venait, on se disait si on pouvait dégager Sheila, si on pouvait emmener, si on pouvait vraiment déblayer la table de Michel Sardou et compagnie. Bon, on a complètement raté, mais c'était ça l'idéologie. Alors qu'aujourd'hui, t'as un mec, qui écoute Sonic Youth, Bob Marley, Aya Nakamura, Oui, c'est vrai, Daft en fait. Punk, pourquoi pas? Bah oui, il a une tête bien faite et grâce à tous les réseaux, l'information a circulé. Il y a une information incroyable. Jamais les gens ont écouté autant de musique. Ouais, c'est pour ça que c'est marrant de te dire, moi j'ai l'impression d'être complètement multicarte, sans avoir été dans une bande. Et en même temps, je comprends tout à fait ce que tu dis, que quand tu es dans ton truc, alors là je l'ai vécu un peu à Canal, que tu es dans ton humour, et on va dire que c'est vrai qu'à côté tu dis hop, bon, c'est pas que t'aimes pas les autres, mais c'est que c'est pas ton délire. Tu peux pas, voilà, c'est Alors pas qu'en ton- fait, tu te rends compte que aussi des fois en grandissant, qu'il y a des trucs intéressants, des croisements. Et là, je pense à un truc quand tu parles de Johnny. J'ai cette image qui me vient de quand il avait fait un duo, enfin même pas un duo, un quatuor avec Minister Hammer, Ah ouais. avec Doc Gineco, Tommy Bugsy et Passy, par exemple. C'est là où il était fort. Dis le mec, à chaque fois, hein. Ouais. À chaque fois, il était là, comme tu dis, dans des trucs. Ouais. Il était incroyable. C'est Dès qu'il y avait, impressionnant. il y avait un nouveau chanteur, amenez-le-moi. Et ça passait. Et il faisait le passage entre une génération et une autre, de dire, bah regardez, c'est quand même C'était un le sacré seul. bonhomme. Hein. C'est Ouais. le seul. Moi, j'ai toujours croisé j'ai pu le filmer avec Eddie Mitchell et
et Dutronc, parce que les premières vieilles canailles, j'étais avec... Comme j'avais bossé avec Eddie au théâtre, il m'avait dit prends une caméra et filme-les, donc j'étais comme un enfant, tu vois. J'étais à Bercy. J'étais à Bercy, les premières vieilles canailles. C'était incroyable. C'est fou. Moi, j'y étais quand Johnny a chanté les Cactus. Oh, tu te dis, parce que les Cactus, on avait toujours entendu par Dutronc et que par Dutronc. Et quand il s'est mis à faire dans mon lit, il y a les Cactus. Tu te disais, mais il va soulever le toit. Non, mais moi, j'étais là, j'ai filmé. Et puis moi, en plus, je suis pas dérangé à ouvrir les portes. Tu vois, elle dira, excusez-moi, ça serait bien, est-ce que vous pouvez me parler de votre grand-mère? C'est pas du tout... Ah, t'es pote avec Monsieur Eddy, toi. Et moi, j'ai travaillé avec Monsieur Eddy. Oh, c'est bien, ça. Ah oui, il m'a fait... C'est un amour en chocolat, ce Monsieur Eddy. C'est un bon gars. Personne. Et donc, je me suis retrouvé à faire ça aussi avec un badge All Access et à filmer, comme si j'avais l'impression d'avoir gagné un concours à la radio, tu sais. Eddie Mitchell, la dernière fois où j'ai déjeuné avec lui, moi, j'avais ma bouteille de vin et lui, il avait une bouteille de Chivas. Mais tu vois, à la fin du déjeuner. Ah ouais. Moi, j'ai joué au théâtre avec lui pendant 4 mois, c'était fabuleux. Quoi. Quel bonhomme. Il a tout connu. Oui, mais c'est des postiches. Hein. Enchanté. Mais oui, enfin, on revient. Mais oui, je sais. J'étais venu. Exactement. Bah, en tout cas, ça fait plaisir d'être là de nouveau. Merci beaucoup. Elle est gentille, l'hôtesse, hein. C'est vraiment, ils sont adorables. Hein, ici. J'ai bien reçu dans ce quartier, hein, Boulevard Courcelles. Ah ouais. Mais c'est drôle, en tout cas. Donc, qu'est-ce que tu dirais aujourd'hui, tiens, alors moi, j'essaye de maintenir le rock, et c'est pour ça, là, je travaille sur un Stade de France qu'on va faire le 4 juillet. C'est ça mon actualité, en vrai. Je suis en train de travailler le Stade de France. J'ai déjà fait le Stade de France une fois l'année dernière, le 29 juin, avec mon groupe, le Rockin' 1000, 1000 musiciens amateurs. Là, c'est un challenge. Ah oui, là, on est dans les grosses vannes, là. Ouais. C'est moi le MC, c'est moi le présentateur, le compère, J'avais vu des images de ça. Incroyable. C'est fou comme idée, d'ailleurs. C'est une idée de dingue. Ça vient d'Italie, hein. C'est les Italiens qui ont eu cette idée de fou. Ils voulaient faire venir les Foo Fighters dans leur ville. Ils habitent Ceneza, une petite ville de rien. Évidemment, aucune tournée passe jamais par Cevesa. Donc, quand ils ont vu que les Foo Fighters faisaient 8 concerts en Italie, et il y en a un qui dit, et si on se mettait dans le stade et qu'on joue à 1000 une chanson des Foo Fighters pour leur dire venez, on vous aime, on vous attend, on n'a pas d'argent, on est italien, mais on vous aime, on a des idées. Ils ont fait ça. Ils ont fait une vidéo qui a été visionnée 28 millions de fois, je crois. Et bien sûr, Dave Grohl a dit si vous voulez, on vient, il n'y a pas de problème. Et donc ça. Mais ils avaient découvert le goût du sang, tu vois. En jouant à 1000, ils ont découvert que ça faisait plus de bruit qu'à 4. Ouais, là, impressionnant. Et maintenant, ils le refont en Allemagne, en Italie et en France avec le Stade de France. Et là, du coup, tu refais. On recommence. Parce que la première année, servez-vous de semoule, hein. Honnêtement, on était assis dans un bistrot juste en face. Les gens du Stade de France viennent me voir en décembre. Ils me disent, voilà, vous connaissez le Rockin' 1000? Ah oui, les 1000 mecs dans un stade. Ils me disent, on voudrait le faire à Paris. Et on voudrait que ça soit vous, la tête de truc. La tête de gondole. MC, ouais, voilà, le MC. Alors je rigole, puis je leur dis, mais vous voulez mettre combien de gens dans le stade? Parce que ils me disent, je ne suis pas Jean-Louis Aubert, je ne suis pas Mick Jagger, je vois pas. Ils me disent, si on fait 30 000, on sera content, c'est génial. Voilà. On a fait 50 000. 50 000 fans de rock à bloc dans le Stade de France. Mais j'aurais jamais cru ça, quoi. La dernière fois, on avait demandé les chiffres, on m'avait dit on est déjà à plus de 40 000, mais le jour du concert, on était à 51 000 et quelques. Donc quand je suis arrivé sur scène, ouais, 50 000, ça fait pas mal quand tu commences à parler aux gens. T'as un stade, tu vois tout le monde en surchauffe. Tu dis putain, j'avais préparé un petit texte. Et coucou, coucou, c'est Philou. Tu vois Zidane faire sa tête en plus du but contre le Brésil, au Stade de France. Non mais derrière, j'avais la force parce que les musiciens étaient là, qu'il y avait 340 batteurs, 280 bassistes, 300 guitaristes et 180 chanteurs et chanteuses, 90 de chaque.
Donc on avait répété, ils avaient tous répété les morceaux. Tu vois, on fait les sélections en janvier. Et après, tous les 15 jours, on leur envoie un tutos d'un morceau à préparer, tutos guitare, tutos basse, que tout le monde joue exactement le même, les riffs, tout le monde doit être dans le même truc. Il ne s'agit pas de dire, ah moi je le faisais pas comme ça, non, tout le monde va le faire, voilà. Mais les Italiens étaient bluffés parce que les Français, ils savaient les morceaux. Mais... Ouais, c'est sérieux quoi. Ah ouais, ça a bossé en fait. Oh là là. Ah, c'est génial. Hein. Alors tout le monde croit que c'est des virtuoses, mais pas du tout. C'est ça la grande idée force. Le rock, c'est pas des virtuoses. Il y en a. Il y a des mecs qui voit des films qui jouent avec une basse 6 cordes chez eux dans leur chambre. Bon, ok, super, vous le faites, mais il y a aussi des mecs qui sont des moyens, comme on dirait musiciens, qui peuvent jouer du Ramones, du téléphone, du Stones, pas de problème. Et ils vont pas faire des solos invraisemblables, mais ils jouent, ils mettent du cœur. Et tout le monde tape sur le même clou, tu vois. Alors en plus, chaque zikos a son ampli 100 watts. Donc t'as quand même... Ah oui, chacun vient avec son ampli. Oui, chacun a son ampli, bien sûr. Ça fait un boucan. Chacun a ses ears. Voilà, t'as deviné. Les oreillettes. Comment faire? Parce que même s'il y avait un chef d'orchestre à un bout du stade, de l'autre côté, t'es obligé d'avoir... ça mettrait 30 secondes à... Donc, il y a un chef d'orchestre, c'est sûr, qui met l'ambiance, mais ils ont un casque. Ils ont un petit casque avec le déclic, le décompte, tac, tac, tac. Les batteurs, brrrt. Alors tous les batteurs, alors là, c'est la merveille. Ça fait un son, et c'était génial. Mais on faisait tellement de bruit. Ma fille habite à Los Angeles. Et de Los Angeles, alors... elle est venue. Le mec est complètement mytho. Et ma fille a entendu de Paris à Los Angeles la musique. Elle est venue, et quand on répétait la veille, elle est arrivée la veille, et elle était dans le taxi, elle arrivait de Roissy, elle me disait, papa, j'ai entendu David Bowie, je suis assis dans un... Ouais. C'était pendant la grande vague de chaleur. Toutes les fenêtres étaient ouvertes et nous on répétait Rebelle, Rebelle dans le stade, et c'était, elle entendait ça de son taxi sur la route de Roissy au Stade de France. C'était, nous on aime bien faire ça dans le rock, on aime bien faire du bruit, on aime bien faire un peu trop de bruit même. Mais c'est ce que tu sens d'ailleurs dans les fêtes de la musique. Ah ouais. Parce que les fêtes de la musique, tu dis que quand même le 21 juin à chaque fois en France. Je sais pas d'ailleurs s'il y en a dans d'autres pays, des fêtes de la musique. Ah oui, si, ça y est, ça commence à devenir très très intéressant. C'est quand même à la base une super idée de dingue qui fait une communion entre tout le monde. Et t'as quand même beaucoup de rock dans les fêtes de la musique. Hein. Alors là, on a eu incroyable. Jack Lang m'a téléphoné, le créateur de la fête de la musique. Il m'a dit, qu'est-ce que c'est que cette histoire de 1000 amateurs qui jouent ensemble au Stade de France? Est-ce que je peux venir? Je lui dis oui, bien sûr, président. N'hésitez pas. Et il est venu voir le truc. Il a trouvé ça génial. Et après, il m'a dit, je suis très jaloux. Ah ouais. Donc ça, c'était le plus beau compliment, parce que c'est vrai que cette fête de la musique, c'est vraiment le grand truc qui reste des années 80, que les socialistes ont amené en 82, 83. Oui. Et moi, j'en ai fait des fêtes de la musique. Oh là là, quand j'étais à Canal Jimmy, le 21 juin, on partait avec les caméramans. Une nuit, on a remonté le boulevard Saint-Germain, il y avait tout, il y avait des groupes gothiques, il y avait des groupes de métal, il y avait des groupes de deathcore, il y avait des chanteurs folk, il y avait des accordéonistes, des jazzmen. Tu remontais le boulevard Saint-Germain, il y avait de la folie musicale partout. C'était des grands moments, parce qu'en France, on est un peu coincé du cul, on n'est pas trop expansif. Tu rencontres un Américain, au bout de 5 secondes, « Hi Fred, my name is Philip, I like you very much, how are you friend ?» Il se serre la pogne. En France, on est plus réservé. En France, on va mettre environ 2 ans avant d'en arriver là. Hein. Ouais. Donc c'est toute c'est une culture différente. Et je trouve que la musique, ça donne beaucoup, ça apporte beaucoup. Enfin, franchement, quoi. Ouais. Ça fait aussi un... Enfin, moi, j'ai des... Larissa et les petits raisins. Elle n'est pas trop piquante, Larissa. C'est vrai, on peut la prendre. Ouais. Elle n'est pas très piquante, non, c'est vrai. Merci. Si je finis par te parler comme ça à la fin, c'est que... c'est que Larissa, on va bosser. Pas très piquante, après, quand c'est des professionnels qui te disent ça, tu sais pas. Hein.
Non, je pensais à moi qui suis un jeune comédien Bourré de talent. et j'ai connu 2 réalisateurs qui bossent en musique. C'est-à-dire qu'en ouais. fait, quand il y a des pauses entre 2 prises, entre 2 scènes, ils disent aux mecs du son de mettre de la musique pour mettre tout le monde dans l'ambiance. Donc là, les techniciens savent faire, tout le monde prépare le prochain plan et des fois, on n'arrivait pas à faire les trucs parce que t'es fatigué, je sais pas. Il dit c'est pas grave, musique à fond et action. Et il met la musique. Donc toi, t'es un film dans le film. Ah bah moi, Et la première fois que j'ai vécu ça, je me suis dit, ça te règle. Ah ouais. Tu vois, d'un coup, t'es comme ça, tu marches comme ça, hop, Tout le non. monde, tout Là, le c'est- monde. t'es l'acteur du truc. Et j'en ai connu que 2 comme ça, et tu te dis, mais en fait, moi, demain, si je réalise, je l'ai noté, j'ai ma petite liste des choses qu'il faut faire. Maintenant, je note, hein. Parce que finalement, je suis plus si jeune que ça. Et donc, je note tout, et je me suis dit, ça te met dans un mood, en tout cas dans le jeu, qui est impressionnant. Et j'avais jamais rencontré des gens qui bossaient comme ça. Il paraît que Tarantino, il fait ça. Ah Il met de la ouais, musique bah et tout. évidemment. Ça se voit, puis lui, Un truc, il a mis la musique. musique au centre de ses films. Voilà. Tarantino, il arrive à faire passer des messages subliminaux par la musique. C'est pour ça que ça a quand même un... Et souvent, moi, je vais dans un resto, alors pas le midi comme là, ça me dérange pas, mais le soir, si t'as pas un peu la lumière ouais. tamisée et de la musique, et ça me dérange un peu. On est très bien, on est très bien reçus dans cet établissement. Oui, oui, oui. Il faut goûter les enfants quand c'est chaud. Il faut manger un peu chaud. Il faut mélanger tout. Hein. C'est pas Ah oui, oui. Oui, Allez, arrêtez là. Allez, on y va, Faut on y va. rigoler, hein, sinon. Oh là là, Faut on manger va les se faire- boulettes aussi. Hein. Oh putain, le patron, comment il nous a remonté les bretelles. Alors moi, quand une je tuerie. faisais mon journal rock et folk, pendant les bouclages, évidemment, on écoutait du rock. Et à un moment, donc, dans les moments de grande fatigue, je leur mettais totalement autre chose. J'avais un disque, mais c'était vraiment au moment où tout le monde était crevé, au bout du rouleau. Je mettais Dieu m'a donné la foi par Ophélie Winter. Un gospel, et ça repartait, tout le monde ouais. Et Dieu m'a donné la foi, et toi et moi. Alors. Mais moi, j'ai fait un one-man show. À un moment donné, ça part en musique comme ça, et je chante a cappella Jean-Luc Lahaye, Femme que j'aime. Ah ouais, Et je te jure que les gens, il y a un truc avec cette chanson. ah ouais. Et tu vois, t'as presque l'impression qu'ils allaient reprendre en refrain en pure chanson française de l'époque. Là, Ah c'est ouais. c'est une sorte de rock à ma façon, pour moi. Je le voyais comme ça. Tu t'en vas. Ah, Non, Philippe s'en Jean-Luc va. Lahaye. Philippe s'en va de Ah, table. Philippe est en Jean-Luc train de Lahaye. quitter la table. Philippe, Mais intéressant comme personnage. Moi, je le connais pas plus que ça, mais Il a l'air d'avoir de l'humour sur lui-même. Beaucoup d'humour. Il est capable de... Voilà, j'ai vu dans la bande-annonce là, de son film, il arrive sur une énorme Harley, il se casse la gueule. Bon, ok, voilà, tout est dit. et tout le monde le fait pas non plus. T'as Non. raison. Voilà. L'autodérision. Mais n'empêche, il y a des morceaux comme ça de chansons françaises qui communient les gens. Michel Delpech. Ouais, voilà, ouais. Michel Delpech chez Laurette, tu mets ça, tout le monde pleure. Oh Ouais, qui ont Des- marqué des générations, Ah ou ouais. je sais pas, par les parents, par les... c'est des des chansons époques. énormes en ce moment. Beaucoup de Michel Delpech, je remarque les gens, ça passe très souvent. Il manque à la France, quoi. Ouais, mais en plus, tu as des soirées qui se sont montées, des soirées années 80, années 90, où tu as des jeunes de 15 ans qui viennent et qui sont fans. Donc on est vu, moi, danser sur les lacs du Connemara, sur Femme que j'aime de Jean-Luc Lahaye, sur du Dieu m'a donné la foi, Ouais. merde, non, mais La Rousseau. Voilà, le Tu DJ m'oublieras. moderne, c'est un mec qui doit avoir toute la palette, tout l'éventail. Mais ça, en c'est un plus, truc c'est où très t'arrives- facile aujourd'hui, puisque j'ai découvert ça avec mon pote Greg Boost, DJ du Baron, Ouais. qui fait beaucoup de mariages. Et maintenant, avec un ordinateur, si le père de la mariée vient de dire il faut Ah bah ouais. absolument que vous nous mettiez tel morceau, tu le télécharges Ouais, en 4 secondes. 4 secondes, t'es là. Mais il n'y a pas de problème, monsieur, nous l'avons, et hop, tout le monde repart. Tu sais que moi j'adore Enfin je suis pas du tout DJ mais j'adore faire ça sur la plage chez mes amis en Corse l'été de 18 à 19h on met un peu la musique comme ça pour rigoler. Et du coup ça m'est arrivé de le faire 2-3 fois dans des endroits. Et un jour je le fais comme ça chez un pote qui inaugurait un petit hôtel en province. Il me dit tu viens.
mais viens 1 heure, tu feras 1 heure, tu dors à la maison, puis le lendemain tu repars. Est-ce que tu vois? Je suis venu à 20h, il y avait du rosé, des acras de morue, et c'est parti en tapas, et voilà. Et donc je suis resté jusqu'à 3h du matin. Et c'est marrant, c'est qu'à un moment, moi je me mets trucs, j'aime bien les reprises aussi, j'adore ça. Et du coup, moi je fais cette soirée, je suis DJ, je devais faire 1 heure ou 2, et finalement, je continue. En plus, il y avait un micro, moi j'aime bien parler au micro, faire le couillon, tu vois, le mec est garé en double fil et toutes les vannes de l'époque. Voilà. N'abîmez pas ma quatrième en partant. Toutes ces vannes-là. Et au final, tout se passe bien. Et à un moment donné, il y a 2 petits jeunes, mais sans déconner, ils devaient avoir 19 ans. Ils disent, ouais, il faut mettre de la funk et tout, machin. Et je dis, bah ouais, mais moi, je suis pas professionnel, les gars. Donc, je vais, tout à l'heure, après, je fais un peu les morceaux selon les gens qui dansent là. Et puis, il y avait, je sais pas, moi, il y avait pas beaucoup de monde. Il y avait 50, 80 personnes, tu vois, c'est pas un truc... Et puis, ils viennent 1 fois, 2 fois, 3 fois, et ils deviennent... Je me dis, putain, ils sont un peu relous quand même. Je vois bien que tout le monde danse sur les trucs que je mets. Et au final, qui c'est qui a dansé sur le lac du Connemara à 2h du matin? Les 2 petits jeunes de 19 ans qui me faisaient des signes comme ça. Et c'est ça qui est rigolo dans le... Ah ouais. Mais le funk, ceci dit, le funk, tu vois, l'autre jour, j'étais dans un mariage, et il y avait des Anglais, puis il y avait plein... Et d'un seul coup, il y a un mec anglais qui me dit, la musique de la France, c'est le funk. Il me dit, regardez, soudain, quand on a mis du rock, il y avait que les blancs qui dansaient. Quand on a mis du James Brown, quand on met, c'était Hollywood Swingin', dans Kool and the Gang. Ah ouais. Là, il y avait tous les beurs, les blacks, les blancs, tout le monde était là. Waouh, la mariée, waouh, Hollywood. Et en fait, c'est la musique qui unit la Nouvelle-France. Ouais. Tout le monde est d'accord. Si c'est du funk, c'est bon, on y va. C'est notre musique. La musique des Français, c'est le funk aujourd'hui. Si tu veux vraiment les fédérer. Non, mais ce qui est marrant, c'est que aussi, c'est enfin, moi, ce que j'ai vécu ce soir-là, c'était que j'ai mis du Aretha Franklin, du Kool and the Gang, comme tu dis, et ils ont dansé dessus. Mais après, je pensais pas qu'ils iraient sur un Sardou. Tu vois, non mais c'est ça qui est marrant des fois dans des soirées où ça dérape pour le bien commun. Et en fait, et moi je croyais qu'ils étaient pointus en fait. Ils étaient que funk, parce qu'ils arrêtaient pas de me dire funk. Ils ont eu leur funk et après je les vois danser, je dis putain. Comme quoi? Comme Dieu m'a donné la foi. Ah ouais. Génial. Génial. Un gospel. C'est sublime ça. Cette Ophélie, quel dommage, parce qu'elle s'est vraiment abîmée la carrière, elle n'a rien refait après là-bas. Ouais, dommage parce qu'il y avait du niveau. Oh là là. C'est un joli petit personnage, elle était démente. Mais c'est pas facile hein, le show business. Tu vois, elle a commencé tout de suite, elle a vendu 600 000 45 tours. On aurait pu dire, bon ben voilà, sa carrière est lancée, toute tracée. Et comme dit Paul Naref, les carrières, ça va pas tout droit. C'est pas d'un point A en succès montant, croissant jusqu'à un point B. Il y a des chutes, il y a des traversées du désert, il y a des trous, il y a des moments de disparition, puis tu reviens, puis tu repars, puis après tu remets le truc très fort, puis après... c'est ça, hein, il faut être prêt à ça. Il faut être prêt à ça, sinon il faut aller travailler à la perception municipale. Oui, ça n'existe pas, le plan de carrière. Tu peux pas. Mais d'ailleurs, ça vient d'où ça, le showbiz? T'es dans le showbiz. D'où ça vient ce truc-là? Ah ben c'est le métier. En France, on ne disait pas le showbiz, on disait le métier. Ah, voilà. Il y avait le cinéma, ils appelaient ça le kino. Entre eux, le kino. On fait du kino, tu vois, c'était genre, ok quoi. Et le showbiz, tout ce qui était la musique, c'était le métier avec un M majuscule. Ouais. Ah mais en gros, t'es dans la bande ou pas, quoi. Voilà. C'est parti du milieu, quoi. Voilà, alors le milieu, dans la musique, on aime bien mettre des petits coups de patte au début, quoi, pour... Enfin, ça se passait comme ça. En cadeau de bienvenue, on te mettait un grand coup de batte de baseball dans la gueule. Si tu rigolais en disant pas mal, mais vous n'avez pas tapé très fort. Ouais. Et tiens, celui-là, il a de l'humour, il peut rester. Et les mecs qui n'ont pas d'humour, généralement, ils ont du mal à rester. C'est très difficile pour eux. C'est tellement des beaux métiers. Oui, c'est quand même ton métier, c'est ta passion. Voilà, on peut dire ça aux gens. Ta passion, c'est ton métier. Voilà, il faut que ce soit une passion, mais ça ne suffit pas. Il faut que ce soit une passion amusée.
je pensais à Gainsbourg hier, parce que hier c'était l'anniversaire de sa mort. Donc je suis passé rue de Verneuil pour voir un peu comme ça, puis faire un petit coucou au vieux Serge. Je m'étonne. Et je repensais à cet humour qu'il avait, quoi. Enfin, et si tu comprenais pas son humour, bah fallait pas rester, c'était pas la peine. Si tu comprends pas la blague, si la blague te fait pas rire, fuck you, va-t'en, voilà. Faut... Ouais, c'est marrant parce que moi je l'ai pas connu, mais j'ai l'impression de l'avoir connu parce que comme Coluche, Gainsbourg, il est parti de notre, en tout cas nous dans ma famille, nous c'était nos dieux vivants et qu'avec les parents, enfin c'était les gens. Ah bah ouais, voilà. Tiens, c'était exactement les gens qu'on aimait quoi. Ah ouais, tiens. Et c'est vrai que quand après toi tu dis tu l'as approché en vrai, t'as des gens et tu l'as connu vraiment, t'as le vrai truc de, comme on dit, de l'humour, voilà, t'adhères ou pas à cet humour, ça change tout quoi. Parce que t'as des gens, je pense, qui devaient être choqués à l'époque. Ouais, oh là là. Enfin moi j'en parlais des fois à l'école, et on dit ah bon, bah oui, bah nous, oui, moi avec ma famille, nous on est pro Gainsbourg, on est pro Coluche quoi. Ouais. T'as quand même un état d'esprit qui est complètement à part. Quand il a brûlé le billet de 500 francs, les gens comprenaient pas, quoi. Ouais. Et moi, alors il avait trouvé une réponse formidable, il disait « J'ai brûlé un billet de 500 balles, j'ai eu 400 bâtons de pub. » Rapport qualité-prix. On a parlé que de ça pendant 6 mois. Excusez-moi, vous vous rendez compte? Les unes. Aujourd'hui, il n'y a pas une émission sur Gainsbourg, on ne revoit pas la séquence du billet brûlé. Enfin, même les gens parlaient à l'étranger, etc. Ce qui leur est surpris, c'est que ça cartonne à l'étranger maintenant qu'en Angleterre, quand tu vas dans les derniers magasins de disques, il y a des disques de Gainsbourg. Alors, ça, il y croyait pas. Moi, j'avais essayé de lui dire, mais moi, je lui disais techniquement, vu ce que tu fais, la qualité de ta musique, je vois pas pourquoi. Il me disait, laisse tomber. Lui, il croyait pas. C'est marrant. Et pourtant, il avait été numéro 2 en Angleterre avec Je t'aime moi non plus, mais il considérait que c'était un coup de bol, un coup de hasard, et il n'avait pas voulu s'imposer en Angleterre, ni rien, ni... Et quand j'ai vu ces disques arriver, mais même aux États-Unis, chez Tower à New York, à un moment, il y avait un rayon, Gainsbourg, Françoise Hardy, c'était les deux. Ils avaient les deux trucs, ils avaient dit ça c'est pas mal, ça c'est bien. Je me disais, ça c'est... C'est vrai qu'à une époque, les Anglais n'auraient pas du tout écouté les trucs français. Enfin, pour eux, les Français, c'est des gens incapables de faire du rock, les Minus et tout. Aujourd'hui, il y a une vraie folie Dutronc en Angleterre. Il y a un groupe qu'ils appellent The Dutronc, qui joue que du Dutronc. Ouais. Ça m'étonne pas. Hein. Mais ouais, moi j'ai des copains qui ont des boutiques aux puces à Clignancourt, ils me disent... À une époque, les Anglais venaient, ils cherchaient les mélodies Nelson. Maintenant, ils cherchent les cactus. Ça a bougé. Ils cherchent du Dutronc. Ouais. Ils veulent avoir des vinyles de Dutronc à ramener en Angleterre. C'est incroyable. Génial. Ouais. La musique, elle fait tellement pour bouger les frontières. Et puis c'est le capteur, c'est le marqueur, quoi. C'est là qu'on se rend compte que les choses changent. Ouais, tu dis que j'ai l'impression qu'il y avait un moment aussi Gainsbourg, à un moment donné, il avait un poids carrément même politique. Ah ouais. Par rapport aux gens et à l'état d'esprit, à la façon de vivre, à la façon d'argumenter ou ce que certains appelaient de la provocation, qui est en fait du militantisme. Et toujours des blagues non-stop, il envoyait des vannes. Alors comme dit Paul Naref, le problème de la vanne, une fois ça passe, tout le monde dit « Ah, qu'est-ce que vous a fait rire ?» Puis une fois, ça passe pas. Ouais. Aujourd'hui, on est quand même dans un truc qui est un peu flippant. Aujourd'hui, tout le monde fait attention, les mecs. Que tout le monde peut faire des vannes aujourd'hui déjà, ou pas. Tout le monde peut donner son avis ou pas. Elle est quand même... Est-ce que c'est la même chose que ce que tu disais avant? Moi, j'ai l'impression que les nouveaux aventuriers, c'est les comiques. Parce que je fais des grosses têtes depuis 3 ans. Ouais. J'en connais, je vois de Bernard Mabille à Artus. Tu vois, je vois tout. Oui, tu as un panel de générations. J'ai un panel de comiques intergénérationnels. Oui, parce que ça dure toujours. Chantal Latsou qui fait le Palais des Sports 3 soirs. Quelle merveille!
Mais c'est ma copine, elle est incroyable, on est devenus potes et tout. On s'entend hyper bien. Des fois, une fois, on faisait une télé ensemble. Elle me dit, vas-y, sors-leur un truc bien trash. Je me rappelle vraiment la grande époque de Gainsbourg et toute cette époque. Elle est comme ça, elle est restée un peu comme ça. Ouais, ça se voit, ça fait du bien. Hein. Ah ouais. Et Bernard Mabille, c'est le dernier des grands chansonniers, tu vois, Ouais, qui ça, peut ouais. faire de l'humour. Tous les jours au quotidien, il a un cerveau, il cherche la blague, la vanne, le truc, c'est incroyable. Enfin, il est... Ouais, tu te dis heureusement qu'il y a encore ce côté-là, quoi. Ah ouais. Et je crois les grosses têtes, si quelqu'un essayait de faire chier les grosses têtes, je crois que les Français ils descendraient dans la rue. Hein. Voilà. Ça, parce que souvent, il y a des blagues, des trucs, des problèmes chez Hanouna, etc., etc. Ouais. Et Ruquier me dit, nous, cette blague-là, on l'a fait il y a 6 mois, c'est passé comme une lettre à la poste, tout le monde a rigolé. Enfin, les gens qui écoutent les grosses têtes, c'est 2 millions de gens, hein, quand même, tous les C'est jours. énorme. Ah ouais, C'est c'est énorme. C'est colossal. C'est... Oui, et puis c'est... Et des gamins. Ouais. L'autre fois, il nous dit, voilà, on a eu le dernier sondage, on est leader sur les 25 ans. Ah non, mais alors là, what? Oui, oui. C'est incroyable. Non, parce qu'il y a une liberté d'expression Ah ouais. de tous les âges en plus. Donc ça représente toute la population française, tous les styles. En même temps, on n'est pas en direct. Laurent Ruquier garde quand même un contrôle. C'est-à-dire que nous, on peut... Moi en plus, j'ai pas du tout cette culture. Donc moi, je suis un rocker. Donc des fois, je dis des trucs très cons, très très lourdingues. Je vois Ruquier qui fait un geste de ciseau en direction de la cabine. Genre, Tu me coupes coupez-moi ça. Mais il a raison, je le défends à mort parce que je trouve qu'il gère incroyablement son plan de table. T'as quand même Valérie Mérès, Ariel Dombal, Caroline Diamant. En face, t'as Bernard Mabille, Palmade et Manœuvre. C'est que si tu faisais un dîner avec ces gens-là, quoi. Et franchement, je les admire, ces comiques, parce que je me dis, ils sont vraiment, c'est eux la front line. C'est eux qui se mangent les premiers coups, quoi. Ça, c'est plus drôle. Arrêtez, on n'a plus le droit de rire avec ça. Stop, là. Et ça peut leur mettre des coups terribles, hein. Non, mais c'est ce qui est bien, c'est que ça puisse exister encore, parce que c'est le truc qui est flippant de notre époque d'aujourd'hui. Tu dis justement, t'as des... Ah, il y a des choses qui disparaissent, mon vieux Fred. Non, mais c'est ce que tu disais tout à l'heure. En même temps, ce qui est marrant, c'est que tu disais les gens des années 60, quand toi t'arrives en 70, oui, ils te disaient, ah non, mais alors vous n'avez pas connu les années 60, c'était mieux. Et on a l'impression de tous se dire ça. Voilà. Et moi-même, je me dis ça aujourd'hui, de dire, putain, moi j'ai connu... Et encore, même pas, j'ai connu la deuxième époque Canal, moi. Ouais. J'ai même pas connu la première. Je l'ai connu en tant que téléspectateur. Ouais. Où on regardait les Deschiens et, Oh là là. et Decaune et Garcia sur la télé. Ah ouais. Donc c'est pas pareil. Mais Ouais, mais t'as quand même... t'as participé, t'as fait partie de cet esprit ravageur, mais qui était possible à l'époque, qui était encouragé, possible. oui, après c'est des gens. Aujourd'hui, le combat continue. Il faut trouver des moyens de... Voilà, et il y a plein de moyens. J'ai l'impression que Ouais, cette mais sorte oui. d'esprit rock, Mais il oui, se il faut retrouve dire, dans plein mais d'endroits en fait. Voilà, moi je dis, on n'est pas mort. Hein, si on fait 50 000 au Stade de France avec nos chansons rock, on n'a rien à craindre, on est en béton, et puis c'est pas grave, et puis on continue, et on est à un clic de tout. Ouais. C'est génial. Si En fait- tu me parles d'un truc, je vais rentrer, je vais dire bon, tiens, je clique, j'écoute tout de suite sur YouTube, je peux même voir la vidéo. Enfin, il n'y a aucun problème. Donc ça, c'est nous quand on nous a parlé du Velvet Underground, on a mis 2 ans à trouver le disque. Tout le monde cherchait ce putain de disque. Il n'avait jamais été pressé en Europe. Il y en avait eu 10 000 en Amérique. C'était introuvable. Il y avait pas d'importateur, rien. Le Velvet, vous avez des Velvet? Oh, non. Puis à un moment, il y a un Français qui a dit bon, on va leur apporter du Velvet. Alors il y avait des listes d'attente à la Fnac. Enfin, aujourd'hui, quoi, des listes? Enfin, Ouais, c'est mais impossible. c'est pas possible, quoi. Donc, non, on est à un clic de tout. Par contre, bon, c'est pas sur quoi cliquer, des fois, mais c'est pas grave. Il y a plein de blogs, de sites, de moyens de communication géniaux, quoi. C'est une époque fabuleuse. Ouais. Non, On vraiment. avait une belle période dans plein de domaines aussi. Et après, il y a un truc qui est par contre qui est assez étonnant, que moi, alors je sais pas, toi qui es un spécialiste, quelle est ton analyse, c'est le coup
de ce truc-là, le vocodeur, là. Ah. J'utilise vachement d'ailleurs dans le... Eh ouais, Dans le rap. c'est un peu le cache-misère, quoi. C'est Tu bizarre, mets un ça. coup de vocodeur. Mais d'où ça vient, ce truc-là, le Et c'est vocodeur? Peter Frampton au début qui avait un vocodeur quand il y avait Frampton Live. C'est le premier qui avait une boîte talking box. Ah, d'accord. Bon. Il y a une wah-wah vocale. Bon. Puis bon, bah, après, plus nous dans le rock, tout le monde dit bon, bah lui il l'a fait, on va trouver autre chose. Oui. On peut pas copier, tout le monde va pas faire ça. Puis et après le vocodeur il est revenu au moment de la techno. Quand il cherchait à des nouveaux sons, j'écoutais les albums de Junkie XL et je voyais bien qu'il y avait du vocodeur. Après, il y a eu R, ils en avaient mis, Daft Punk, il y avait du vocodeur. Donc, ça, c'est vraiment les modes dans la musique, hein, voilà. Non mais c'est bien, il y a toujours eu des trucs. Mais c'est intéressant. Dans la musique, il y a eu quand Hendrix est arrivé, tous les guitaristes ont été achetés une pédale wah-wah pour faire comme le solo de Ejo. Waouh. Tout le monde, c'était la grande nouveauté. Voilà. C'est marrant comme là il y a la jeune qui a eu une victoire de la musique, Pomme. Ouais. Elle tient à avoir sa mèche blanche. Oui. C'est rigolo ça. C'est très mignon. C'est vachement marrant. Je l'ai vu en concert 8 jours après. J'étais dans une soirée, elle faisait un petit set, donc elle a joué sa chanson, là, les Sequoia. Eh ben, elle est bien. Elle tenait la salle, elle arrive, elle demande le respect. D'abord, c'est une petite bonne femme, elle n'est pas épaisse, avec sa petite mèche sous son bonnet, juste sa guitare, et elle fait une chanson. Elle s'arrête, elle dit bon, je vois que j'ai des gens, c'était une soirée de journalistes musicaux, etc. Je vois que j'ai des gens qui captent, je vais sortir mon luth. Et elle fait des chansons avec un luth, comme au Moyen-Âge, quoi. T'as envie de dire bon, bah déjà elle s'est fait chier la meuf, quoi. Elle a été chercher un nouvel instrument, très ancien, mais. Bah, Elle me faisait penser à Nico avec son harmonium, la chanteuse du Velvet, Nico, elle avait son harmonium, on allait voir, elle chantait Vienne de Des Doors, tout le monde fumait des pétards, on était là. Ouais, non, c'est intéressant. Hein. Ah ouais, c'est bien. Quand même, heureusement, il y a plein de gens de... Il y a une nouvelle créativité. Bah, aujourd'hui, ce qui est rigolo, c'est qu'il y a aussi, comme à l'époque sur Canal, nulle part ailleurs, tu avais tous les soirs un groupe différent. T'as ça sur France 5 avec C'est à vous en direct. Ouais. Où t'as pareil, un accès à 20h30, plus grosse audience. C'est très Des marrant. gens qui... On te laisse C'est t'exprimer. marrant parce qu'aux États-Unis, tous ces shows, ils sont vers minuit. Et nous, en France, ils sont nous. avant le journal. Ils sont entre 18 et 20 ils sont dans le heures. truc du... Ouais, c'est bizarre. Je sais pas ce que ça dit sur la société française, quoi. Bah, c'est qu'on regarde Netflix après. Ou Canal+, ou les séries. Oh là là, moi je suis en train de... Il y a aussi un... Moi j'aime bien les feuilletons qui se passent dans les pays scandinaves. D'abord, parce qu'ils ont très des fort, d'ailleurs. langues gutturales, tu dis merci, denk, merci, denk. Et c'est vraiment du dépaysement, quoi. Parce que... Mais ça, c'est la force de Netflix, d'ailleurs. Ah ouais. C'est qu'avant, nous, on était baignés dans une culture américaine. Aujourd'hui, tu vas dans le monde entier. Ouais. Et moi, j'ai eu la chance de faire un petit truc, aller sur Netflix, une série, et tu reçois des messages de gens du Brésil, d'Italie, d'Allemagne, de Bolivie. Et t'as pas bougé. Ah, c'est Moi, vachement fort. je sais pas parler anglais, je suis nul en tout. Et tu vois, tu dis, t'es chez toi dans ton petit appart. Ton conapt. Et tu reçois un message de gens en disant ah j'ai bien aimé moi ton truc et l'autre il vient du monde entier quoi. Alors j'ai pas été mettre un pied là-bas quoi. C'est C'est rigolo. Ah, ça c'est fabuleux. Ah, Ça ouais. c'est Netflix. Mais c'est l'explosion créative. Ouais. C'est plus la musique. Je crois que l'explosion créative aujourd'hui, c'est les séries. Ouais. C'est ça, quoi. Ah ouais. Parce que tout est possible. Tu peux faire des... Oui et le truc qui est fou c'est que là par exemple j'ai vu une série qui s'appelle Succession. Ils ont eu le Golden Globe de la meilleure série. Donc Golden Globe, voilà. Pas mal. Je dis, ah tiens c'est marrant, on en a pas entendu parler en France. Et c'était OCS, Canal, mais ils l'ont pas mis en avant tellement, c'était au début de l'année, mais ils n'ont pas fait de promo. Il y a 2 saisons de 10 épisodes, je vous encourage. Mais oui, mais je vais me Là, je précipiter. te vous vois, t'as ouais. vu, quand c'est important, je te vous vois. Cher Philippe, à Quand on regarder parle des Succession. séries, un voussoiement et de rigueur. Et donc t'as un mec qui s'appelle Nicolas Britell qui fait la musique de cette série qui s'appelle Succession qui est géniale. Et c'est que de la musique classique. Et enfin moi j'ai vraiment été emporté. Après ça reste personnel, hein. C'est comme la musique.
Les séries, moi j'ai adoré. Et ce qui est génial à notre époque, c'est que tu dis, bah moi j'ai aimé ce Nicolas Britell, je sais pas comment on dit, je sais pas d'où il vient, d'ailleurs j'ai pas fait de recherche. Et toi le lendemain, première fois que je regarde l'épisode, le lendemain t'es dans ta bagnole, tu vas sur plateforme de musique et tu l'as. Et donc toi tu peux faire ton trajet en voiture ou bien à pied avec tes oreillettes machin et t'écoutes la musique de la série que t'as aimée. Ah ouais. Tu vois quand tu disais le Velvet, on a mis je sais pas combien de temps à trouver le truc. Aujourd'hui t'as un kiff personnel et toi tu ouais, ben tu ouais. vis Ben oui, un autre moment on a une perso vie incroyable. avec quelque chose que t'as aimé, parce que là ils t'ont apporté de la musique, d'une série que t'as adoré. C'est dingue les parcours. Enfin l'info de tout. Non, mais oui, puis on a toute la planète a vécu au rythme de Game of Thrones. Quand ils ont dit on va faire dans 1 an seulement, attendez 2 ans pour la fin, tout le monde... Que toi, c'est japonais, australien, bantou, ou parisien, tout le monde était là. Et d'ailleurs oui, il y a une sorte de phénomène Voilà, de bande hyper kiffant. C'est kiffant, quoi. Il se passe des trucs, quoi. Mais comme la Casa des Papel, pareil, personne connaissait ces acteurs espagnols qui sont maintenant des stars mondiales. Incroyable. En 2 ans, les mecs ne peuvent plus se déplacer, ils ne peuvent plus aller en vacances. Ah oui, c'est clair. Tu vois, ils sont attendus à l'aéroport en disant « I love you, on t'aime ». Et tu te dis, c'est super aussi, même pour le métier, de dire que tu as des gens, il ne suffit pas d'avoir un nom non plus, et tu peux aussi d'un coup avoir quelque chose où bah voilà, tu as créé des émotions, tu as fait kiffer des gens, le monde entier est à toi, quoi. C'est une série policière qui se passe en Norvège, avec des serial killers qui s'appelle Wedding. C'est pareil, tu découvres un Clint Eastwood norvégien, c'est passionnant, quoi. Un nouvel acteur qui est au top, un mec qui a 40 ans, mais tu te dis, ce mec-là, il s'affronte pas, quoi. Il crève l'écran, quoi. Puis c'est une nouvelle façon. Ils ont tous leur façon de raconter aussi. Et ça, c'est génial. Ouais, parce que c'est une manière d'appréhender les histoires qui est différente selon les pays. Voilà, il y en a qui sont très lents, ça se met en place. Est-ce que tu veux thé à la menthe, café, dessert? Un petit dessert peut-être. Un dessert, hein. Quand même, le couscous, monstrueux. Ah non, c'est une tuerie, pour parler comme les Ah jeunes. ouais. C'est une tuerie. Ah non, c'est très très bon. C'est Les boulettes aussi, c'est ouf. Non, mais là, exceptionnel. c'est que tu manges. Ah, on s'est régalé là. Même la merguez était impeccable. Ouais. Oh là 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 là. Ah, puis là maintenant on a le sabayon. Oh, wouhou. Merci monsieur. Donc aujourd'hui, être rocker, c'est quoi? Être rocker, ben c'est avoir un regard amusé sur tout ça. C'est plus nous on n'est plus là, mais ça nous empêche pas de bien rigoler, de faire des bonnes vannes. Et puis être rocker, c'est avoir du cœur maintenant. Dans rocker, il y a cœur. C'est laisser beaucoup de place à la gentillesse, à rassembler. Justement, on a des gros cuirs, mais à l'intérieur, il y a des cœurs qui battent et c'est des bons gars finalement, ces rockers. Moi, ils m'ont jamais déçu, ils oublient pas. C'est des gars fidèles. C'est des gars formidables, c'est des gars qui ont toujours la blague prête, toujours prêts à fumer un petit coup, fumer un petit pétard, une petite ligne, un petit verre. Donc c'est des gens comme normaux, quoi. Et puis c'est des gens qui ont des grandes aspirations artistiques quand même, malgré tout. Hein. C'est ça, être un rocker. On peut dire que donc tu rassembles du Johnny, du Iggy Pop, du Joey Starr. Bien sûr. C'est des rockers. Tous les gens qui se sont bagarrés, quoi. Tous les gens qui ont lutté pour imposer leur vision du monde. Enfin là, je parle de gens connus, mais après, c'est aussi les gens qui nous écoutent. Qui ont un vrai idéal, en fait. Voilà, qui ont eu des idéaux énormes. Et un vrai, une vraie bienveillance envers autrui. Des gens ouverts, des gens intéressés par l'autre, intéressés par la nouveauté, voilà. Intéressés par les chercheurs, voilà, pas. Et puis c'est des gens qui aiment la fête. C'est des gens qui aiment bien. Toujours. Le concert, c'est quand même un grand bain de malaxage où t'es là à 80 000. Enfin, on a vécu ça au Stade de France avec Rocky 1000, mais c'était énorme. Tous ces mecs. Alors il s'est passé un truc incroyable pendant le concert. À un moment, on a fait une chanson des White Stripes, Seven Nation Army. Ouais.
Très connu. Et on jouait ça et le stade se met à chanter. Tout le stade, les 50 000 se mettent à chanter. Donc c'était une merveille, tu vois. Moi, j'étais là dans le couloir des joueurs, j'étais scotché, j'écoutais parce que j'attendais de faire mon apparition pour lancer le morceau d'après. J'étais scotché, les entendre chanter. Et à un moment, le morceau, il s'arrête. Et le stade recommence à chanter. Les gens, tout seuls, ils chantent. Et les batteurs ont repris, mais direct, sans qu'on donne... parce que s'il y a bien un truc qu'on n'avait pas prévu, c'est qu'il y aurait un rappel. Ouais. Quand tu fais les répètes, tu ne dis pas... mais même dans nos rêves les plus fous, on n'aurait jamais cru que les gens allaient chanter, entonner le morceau comme ça, a cappella, à 50 000. Et les batteurs, ces bons vieux mecs, sont tous remis à jouer, clac, clac, clac. Du coup, les bassistes ont embrayé. Ah, mais c'est quand même 1000 musiciens, faut les soulever, quoi. J'aurais dit au début, vous êtes la plus grosse bite du monde. Essayez de bonder, les mecs. Vous êtes là sur la pelouse, là, on n'a jamais vu ça. Et ça, c'est les conseils que je donne avant, hein, c'est pas en public, mais... Et ils ont repris, quoi, ils ont eu cette espèce de d'éclair. 300 batteurs qui se remettent à jouer, les bassistes. Et donc, tu veux, nous, on avait envoyé la chanson, le public nous l'a renvoyée et on l'a renvoyée. Alors, là, tu te dis, putain, il y a eu une espèce de communication incroyable entre un public, les musicos. C'est ça le rock, quoi. Voilà, il y a eu un moment de moment. Comme disait Johnny Hallyday, moi, je ne vis que pour les moments de moments. Oui, mais peux-tu préciser? Un moment de moment. Voilà, un truc fou, un truc... Un peu comme le couscous qu'on vient de déguster. Pareil, voilà. Il y a des gens qui produisent, les restaurateurs, ils arrivent à produire un truc comme ça. Ils font un show, ils arrivent, ils ont le petit mot qui va bien, ils ont des petits riffs qui marchent à tous les coups. Et puis des fois, le public... Oui, bravo, c'était génial, je reviendrai. Et donc là, la prochaine, c'est le 4 juillet. Ah ouais. C'est un sacré challenge. Hein. Faut remplir à nouveau, faut remonter la pente. Toute une nouvelle liste de chansons. On va pas refaire le même concert, hein. Ça va être complètement différent avec des nouveaux titres. Mais tu peux pas au milieu faire mettre Dieu m'a donné la foi. Ou tu m'oublieras de la Rousseau. Ouais, on pourrait prendre une fille DJ qui pourrait jouer ça avant, parce que avant il y a un DJ qui va chauffer la foule. Alors, et ça va passer à la télé ou sur internet? La télé, il n'y a pas de stars, il y a trop de monde. Enfin, pour l'instant, ils n'arrivent pas à comprendre le concept. Je pense qu'il faudra qu'on le fasse 3 fois pour que la télé dise oui, on va le faire. Mais oui, ils deviennent vieillots maintenant. Ouais. Et puis, Netflix. Les plateformes. Je les connais pas, mais il y a il y a un son unique. D'ailleurs, on t'invite, hein, Fred, si tu veux venir, si t'es là le 4 juillet, t'es au stade, hein. Viens rigoler, viens boire un coup de rosé. Je viendrai. Ah ouais, normalement, je tourne à cette époque-là, mais j'ai pas encore mes dates. Ah ben alors. C'est le soir? Ben oui, évidemment, c'est à 21h. Ah ouais. C'est ouf. C'est un grand moment, hein. C'est rien que quand t'es dans le couloir des joueurs, t'as quand même un peu la blotte, hein. Tu sens. Alors, mais c'est fou ce que tu dis, 50 000 personnes. Alors il y a une voix off qui dit, mesdames et messieurs, je vous demande d'accueillir. Et j'avais dit, il faut prendre une voix des Avengers, une voix Avengers. Et donc ils ont pris l'acteur qui fait les voix françaises des Avengers. C'était magique. Je vous demande d'accueillir les batteurs. Et tu vois 300 batteurs qui descendent les escaliers avec les baguettes. Et là, le stade entre en éruption. Tu sens le béton qui vibre. Tu te dis, putain, ils sont là, les mecs, ils sont avec nous. C'est grand, on va faire un truc incroyable. C'est ouf. J'ai jamais fait de théâtre, mais... Enfin là, c'est non, pareil, mais Chantal Latsou me dit que c'est pareil, hein, quand t'es sur scène et que tu te sens, il y a un moment, ça y est, quoi, t'as de l'adrénaline pure dans les veines, tu deviens un sur Fred Testo ou un sur Manœuvre. C'est complètement dans un autre monde. Voilà, t'as une vision à 360, s'il y a un truc qui tombe là-bas, tu le vois, il n'y a pas de problème, tu vas t'en occuper, mais tu envoies pour tes copains là-haut, tu deviens un sur machin, quoi, et puis après c'est fini,
Et après, t'es comme un con, quoi. T'as l'adrénaline dans les veines. Et puis, mais qu'est-ce que je fais, moi? Qu'est-ce que je fais? Mais c'est ça d'ailleurs qui est très drôle. Moi, je me souviens quand je faisais mon spectacle, j'ai fait un one-man show il y a 2 ans. Enfin, il y a 1 an et demi. J'ai arrêté il y a 1 an et demi. J'ai fait pendant 2 ans. Et ce que je trouve génial, c'est que même les soirées qui sont les plus géniales pour toi, quand tu sors, donc toi, t'es le roi du monde ce soir-là. Et à force de le faire, de jouer, quand tu sors dans la rue, j'étais dans le 9e du théâtre, et là tu te rends compte qu'il y a 1 milliard de personnes, il y a le mec avec sa femme, il y a les autres, la bande de potes, ils vont boire des coups juste là, il y a l'autre qui est livreur, qui klaxonne, ça n'a rien à foutre de t'es fait ton spectacle. Oui. Ils étaient même pas au courant, ils en ont rien à branler. Enfin c'est même pas ça, c'est qu'ils savaient même pas de toute façon. Et eux ils ont leur vie, et toi tu te passes de roi du monde, de demi-dieu à un mec dans la rue ou une nana dans la rue. Mais tu te dis c'est génial, et ça aussi c'est super aussi. Ça te remet bien. C'est pour ça que celui qui à un moment donné dit attends non, je suis toujours là, alors que tout le monde on n'avait rien à foutre de ce que tu vois. Ces gens-là, malheureusement on en a perdu beaucoup sur la route. Ils sont passés de l'autre côté à croire que c'était eux le centre du monde pour résumer. Et c'est dommage, parce qu'en fait, c'est ce qui est génial. C'est que toi, tu passes ta soirée. Comme tu dis, t'es 50 000 personnes ou 180 personnes ou 30 personnes dans ta salle. Moi, j'ai fait des trucs dans des caves. Moi, j'ai fait des FNAC, pareil, quand je fais des décasses en FNAC, je fais toujours un petit spectacle. Mais t'es d'accord que non, t'es le centre du monde à ce moment-là. Oui, bien sûr. C'est toi et tout le monde. Et que tu aies 30 personnes dans ta salle ou 50 000 ou 10 000, c'est la même chose. C'est vrai. Mais derrière, ce qui est génial aussi, c'est de savoir qu'il y a des gens qui n'en ont rien à foutre. C'est super. Et ça doit nous remettre bien là-dedans. C'est vrai. C'est vrai. C'est un métier magnifique. Une sorte de sismogramme. C'est un métier magnifique. C'est pour ça qu'il ne faut pas le confier à des cons. Voilà. Après, ils s'en excluent eux-mêmes, en général. Bon, ça va les gars? Ils ont fini, ils écoutent plus. Ils enregistrent même plus, je suis sûr. Ça fait 2 heures qu'ils enregistrent plus. Waouh, on était bien là, on était la finale. Toi Bravo, et bravo Fred, bravo. Hein. C'est toi, attends, t'es formidable. C'est vrai. En mode avion est une création originale Engel, présentée par Fred Testo. Production Engel et CocoJet. Ingénieur du son, Paul Fourrure. Production Raphaël Fruchard et Clémence Friès. Réalisation Raphaël Fruchard. Coordination de production Alix Pénichon. Abonnez-vous à votre podcast En mode avion sur votre plateforme d'écoute favorite pour ne manquer aucun épisode.